Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Horizon politique de ce vendredi 26 avril 2024. Alors aujourd'hui, un sujet intéressant avec le professeur Michel Chossudovski parce que c'est dans un récent article qu'il informait sur les partis néo-nazis du soi-disant gouvernement de coalition ukrainienne qui sont activement soutenus par la communauté internationale, à savoir nos gouvernements. Alors, une des grandes questions qu'il soulève est comment se fait-il que ces gouvernements soient en train de financer les deux génocides de ces deux théâtres de guerre importants dans le monde, d'autant plus que les budgets attribués à ces théâtres de guerre sont très, très élevés. Alors, bonjour, professeur. Oui, Qu'est-ce que vous pensez bonjour. de tout ce qui arrive en ce moment à ce niveau-là, au niveau du financement? Il y a énormément d'ambiguïté, de confusion, et les gens ne comprennent pas, en fin de compte, qu'au niveau des États-Unis et du Congrès et du Sénat des États-Unis, on propose un plan de paix, mais ce plan de paix, en réalité, est un plan de guerre. Je me souviens de la citation de George W. Bush qui disait, When you're talking about war, you're talking about peace. Quand on parle de la guerre, on a à l'esprit la paix. Mais la paix, il n'y a rien qui, qui préconise la paix dans le cadre du débat au Congrès des États-Unis et au Sénat, d'une part. Il n'y a aucun compromis de la part disons, du gouvernement américain de mettre terme au génocide. Mais en réalité, il y a deux génocides. Il y a le génocide euh, en Palestine et il y a également un génocide en Ukraine, à savoir, et là ça soulève des questions d'ordre légal, à savoir que nos gouvernements sont en train d'appuyer un gouvernement qu'on appelle néo-nazi. Évidemment, c'est pas nos gouvernements ou notre presse qui va l'indiquer, mais les racines de ce gouvernement, bien que ce gouvernement de coalition, mais en réalité, ce sont les nazis ou les néo-nazis qui contrôlent l'appareil d'État, le, le, également le ministère des Affaires intérieures, le renseignement, etc. Et, euh, et au point de départ, en 2014, quand il y a eu le coup d'État, qui était un coup d'État qui était soutenu, c'était l'Euromaïdan, c'était soutenu euh, par les États-Unis. On se souviendra de Victoria Nuland était impliquée également. Et c'était les deux partis nazis ou néo-nazis qui étaient récipiendaires de l'appui des États-Unis, à savoir, d'une part, ce qu'on appelait le secteur de droite, en anglais c'est right sector, euh, et, et ensuite il y avait le parti Svoboda, qui en ukrainien veut dire liberté. Mais bref, ces deux partis euh, ce sont même pas des partis néo-nazis parce que leurs origines remontent à la Deuxième Guerre mondiale, lorsque vous aviez ce qu'on appelait l'Organisation des nationalistes ukrainiens, le OUN, avec Stepan Bandera. Alors, ce qui est très important, c'est un élément historique. Ce gouvernement de Kiev est un régime néo-nazi. On l'appelle un régime néo-nazi, d'ailleurs. Mais bref, en Occident, on va dire, non, c'est un gouvernement de coalition, mais c'est pas un gouvernement qui représente la social-démocratie aucunement. C'est un régime totalitaire et c'est un régime criminel à l'endroit du peuple ukrainien. Maintenant, elle prend d'ailleurs, elle prend ses racines dans l'Ukraine occidentale, dans la région de Galicia, qui préalablement appartenait à l'Empire austro-hongrois. Mais ce qui est très important,
et je fais un retour en histoire, je fais un retour dans l'histoire et il faut souligner que en 1941, lorsque l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler a lancé l'opération de Barbados, ça c'était le 22 juin 1941, et euh, ils ont, ils ont initié un mouvement de massacre des communautés juives. Euh, Au début, en fait, ça a commencé en juin et en juillet 1941 dans la ville de Lvov, qui est à la frontière avec la Pologne. Maintenant, ça fait partie de l'Ukraine. En ukrainien, c'est Lviv. Et ensuite, il y a encore un autre mot pour en allemand. Mais bref, ce qui s'est passé, euh, l'Allemagne nazie a initié la campagne meurtrière contre les communautés juives. Les communautés juives en Ukraine étaient très importantes. Euh, et et le parti nationaliste ukrainien, euh, qui était une initiative de Stepan Bandera, tout au long de l'occupation allemande, qui a commencé en 41 et qui s'est terminée plus ou moins en 44. Euh, donc, je parle de l'Ukraine et les membres de l'OUN, de cette organisation des nationalistes ukrainiens qui étaient des nazis, euh, c'était d'agir dans le contexte de l'occupation allemande dans le génocide à l'endroit des communautés juives. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est précisément ce groupe de nazis qui est appuyé à tour de bras par, par les gouvernements occidentaux. Et notez bien que si on prend les lois européennes à ce sujet, il est interdit en Allemagne de promouvoir quoi que ce soit en ce qui concerne le nazisme. C'est-à-dire que ce soit les symboles, le swastika, ou que ce soit un groupe qui se forme, néo-nazi. Mais là, vous avez des gouvernements qui, d'une part, sont en train de réprimer les mouvements de solidarité à l'endroit du peuple palestinien, de les accuser d'être des antisémites, etc., etc. Alors, les manifestations, en fait, partout dans le monde, on va dire, c'est des antisémites, etc., etc. Et les gouvernements vont venir pour les bloquer. Mais ces gouvernements occidentaux soutiennent les partis, et je dirais même pas, c'est pas des partis néo-nazis. Néo veut dire nouveau. Non, c'est des partis qui ont leurs racines dans les années, en fait, ça commence même dans les années 30, etc. Mais durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'Ukraine était occupée par l'Allemagne nazie, les nationalistes, donc les nazis ukrainiens, ont collaboré activement avec les forces d'occupation de la Wehrmacht entre 41 et 44. Alors c'est ça. Maintenant, si vous regardez, vous regardez toute la question de l'Holocauste, bon, lorsqu'on parle de l'extermination des populations juives, on parle de l'Holocauste. Mais en réalité, nos gouvernements, que ce soit bon, nos gouvernements, je parle des gouvernements occidentaux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de soutenir euh, le parti nazi ukrainien qui fait partie du gouvernement, qui joue un rôle absolument euh, central
dans ce gouvernement, alors que ce, alors que ce parti nazi, c'est pas vraiment un parti néo-nazi, ce parti nazi était impliqué dans les pogroms. Ils ont commencé avec les massacres de Juifs en juin-juillet 41 dans la ville de Lvov, comme je l'ai mentionné, qui est à l'est de la Pologne, l'Ukraine occidentale. Et tous les documents que j'ai consultés disent très concrètement que les membres de l'OUN euh, ont collaboré activement avec les forces d'occupation et selon les sources reconnues, en Ukraine, il y a eu jusqu'à 1 million de Juifs qui ont été assassinés par les unités de ce qu'on appelait en allemand les Einsatzgruppen. Ce sont en fait c'est en fait des groupes de terroristes engagés par l'État nazi allemand. Mais en même temps, on souligne que les membres de l'OUN de Stepan Bandera ont collaboré activement avec les forces d'occupation et on a les données, notamment on a les données en ce qui concerne cette ville qui est frontalière avec la Pologne, mais en réalité, c'est pas juste cette région-là, c'est la région où l'OEN a énormément de soutien, mais je vais vous citer parce que en 1941, il y avait un journal ukrainien qui d'ailleurs était accepté par le régime nazi. Et il dit très concrètement la chose suivante: tous les éléments qui résident sur notre terre, qu'ils soient juifs ou polonais, doivent être éliminés. Et cette résolution fait partie du plan de réorganisation totale de l'Europe aux mains aux mains du Troisième Reich. Alors, et là, on a les camps d'extermination comme le camp Janowska, qui était très proche de cette ville de Lvov, qui est en Galicie. Et Lvov comptait à l'époque à peu près 160 000 juifs. C'était une ville euh, très, très intéressante au niveau culturel, au niveau ethnique, des Polonais, des Juifs, des Ukrainiens, des populations russes, etc. Mais il y avait une population de 160 000 Juifs. Et selon les données, au moment où les forces soviétiques euh, ont atteint le Lvov, et ça c'était déjà en 1944, la majorité de cette population a été éliminée. Il restait moins de 1% des Juifs de Lvov qui ont survécu à l'occupation. Et dans cette région-là, c'est c'est les- c'est le parti ukrainien nationaliste nazi qui a mené le processus. Et par conséquent, là, on a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que nos gouvernements sont en train d'appuyer euh, un gouvernement avec des éléments néo-nazis. Officiellement, officiellement, c'est, c'est un gouvernement de coalition et c'est précisément euh, ces partis qui ont contribué au massacre du peuple juif en Ukraine. Alors, J'aimerais vous poser une prochaine question parce qu'en fait, une chose sur laquelle il faut se questionner, c'est le comportement des États-Unis parce que vous avancez qu'ils financent grandement
et font faire le travail par les autres? Et est-ce que c'est une question de Parti démocrate ou les républicains appuient également? Non, si ma mémoire est bonne, d'abord, l'allocation disons, d'aide militaire, surtout d'aide militaire, mais c'est également surtout pour rembourser les dettes. Elle était d'abord envisagée au Sénat au mois de février, et c'était de l'ordre de 95 milliards, et c'est un montant qui devait être partagé entre Israël, d'une part, à peu près 30 milliards pour Israël et 60 et quelques milliards pour l'Ukraine. C'est intéressant que dans l'initiative au Congrès des États-Unis, on est plus en train de conceptualiser qu'il y a en fait deux théâtres de guerre. Maintenant, c'est un théâtre de guerre qui est, du point de vue budgétaire, on va dire, ah, on va donner à Israël et puis on va donner à l'Ukraine. En fait, il y a d'autres budgets qui sont rarement mentionnés. C'est le 1,3 mille milliards de dollars alloués à l'arme nucléaire. Mais là, on a l'impression qu'en fin de compte, euh, c'est la, c'est, c'est la guerre pour atteindre un objectif de paix dans les deux théâtres de guerre. Et maintenant, du point de vue législatif, mais aussi du point de vue décisionnel, on a en quelque sorte intégré ça. Mais ce qui est très important là-dedans, c'est que les deux entités décisionnelles, que ce soit le gouvernement de Netanyahou qui est zioniste, mais il y a beaucoup de tendances dans le zionisme. Et pas tout, et il y a des tendances également pour une collaboration et même une coexistence avec le peuple palestinien. Du moins, c'était le cas dans les années 90. Mais là, on a un projet qui est génocidaire mené par le gouvernement de Netanyahou, qui d'ailleurs a un dossier criminel. Et là, et de l'autre côté, et on le présente, ceux qui sont opposés à ce projet vont dire, on va les cibler et on va leur dire, vous êtes des antisémites. Euh, En réalité, c'est le gouvernement Netanyahou qui est antisémite parce que les Sémites, c'est les peuples du Levant et de la Palestine. Tous les Palestiniens sont sémites dans leur historique. Et ils ont une historique qui est liée également au peuple juif du Moyen-Orient, euh, qui remonte à l'Antiquité. Alors, ils parlaient au point de départ, ils parlaient la même langue qui était l'aramais. L'aramais, c'était la langue de Jésus et c'était la langue des Juifs et c'était également la, et c'est une langue qui est apparentée à l'hébreu et à l'arabe. Alors, quand Netanyahou prend des mesures à l'endroit de la Palestine, c'est un antisémite. OK? C'est un antisémite de tuer des Palestiniens qui sont des peuples qui ont des racines communes. Et on a des racines communes également entre l'islam, la chrétienté et bien sûr, et bien sûr euh, la religion juive. Donc, tout ceci doit être compris que c'est également une guerre contre l'humanité qu'on est en train de mener de part et d'autre. Et là, si je regarde ce qui se passe en Ukraine, c'est à peu près la même logique. On a appuyé. On n'appuie pas un gouvernement social-démocrate. Non, plus jamais. On appuie un gouvernement totalitaire, criminel, qui est celui du régime de Kiev, qui prend ses origines durant les années 30 et qui a soutenu
le génocide à l'endroit du peuple juif. Donc, c'est l'Holocauste en quelque sorte. Et, et ça, du point de vue légal, ça, ça implique des choses parce que en Allemagne, c'est, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est illégal d'appuyer, même au niveau idéologique. Mais là, nos gouvernements appuient un gouvernement qui a, qui d'ailleurs prétend, et c'est là, je l'ai mentionné dans la deuxième partie de mon article, où il préconise que Adolf Hitler est le porte-flambeau de la démocratie. Ils le disent carrément. OK? Euh, Professeur, maintenant, je vous demanderais, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut comprendre du déroulement de ces guerres et les conséquences sur la répartition des budgets? Concrètement, en quoi cela peut venir mettre de la pression sur l'économie des pays, sur les peuples? Bon, ben, ça, je crois, de part et d'autre, que ce soit d'abord en Palestine ou que ce soit en Ukraine, euh, on ne mentionne jamais l'objectif de ces guerres. On est toujours dans le cadre des soi-disant des guerres de religion, mais ça, toutes les guerres dans l'histoire de l'humanité, c'est des guerres de religion. Mais là, il y a une richesse. Je vais commencer avec, euh, avec la Palestine. La Palestine, ou le territoire confisqué de la Palestine et maintenant de la bande de Gaza, a une richesse énorme. Et il y a une richesse en gaz naturel maritime qui est le long disons, le long de la frontière, le long de la Méditerranée orientale qui s'étend de la frontière avec l'Égypte au nord de la Syrie. Là, il y a des nappes de gaz naturel et notamment c'est la région palestinienne qui détient d'énormes richesses. Et l'objectif, et ça, c'est pas un objectif nécessairement qui vient de la part de Netanyahou. L'objectif des États-Unis, d'abord, c'est de s'assurer que l'Israël est en train de faire de, de, de mener la bataille pour que eux puissent rentrer et prendre possession des actifs de richesse économique. Et en quelque sorte, Israël, on élimine la Palestine et notez bien qu'il y avait déjà un projet. Nous avons publié le projet du renseignement d'Israël sur le cheminement de cette, disons, de cette initiative, à savoir que le génocide allait mener essentiellement à l'exclusion euh, d'abord à toutes les atrocités qui ont été commises, mais à l'exclusion des Palestiniens de leur patrie en quelque sorte et de les repousser dans le désert du Sinaï sous les auspices de l'Égypte. Et il y avait un accord secret avec l'Égypte, hein, notez bien. Et ça, on le sait depuis longtemps. Et bien sûr, il y a eu un faux drapeau. Mais ça, c'est d'un côté, ça, c'est on confisque la richesse économique. Et en ce qui concerne, et bien sûr, quand on parle de la guerre au Moyen-Orient, parce que cette guerre est en train de s'étendre à d'autres régions du Moyen-Orient, avec les actes de provocation, etc., d'Israël et leur confrontation avec l'Iran, mais également les bombardements au Liban. Euh, euh, on, on doit comprendre, on en a parlé dans les émissions antérieures, que cette région est énormément riche en termes de ressources pétrolières et de gaz naturel. OK? Elle est, et comparativement, pour donner un exemple, le gaz naturel qui est aux mains de l'Iran et de la Russie
euh, dépasse, est presque 10 fois celui des États-Unis. OK? Euh, et, euh, et là, on mène une guerre économique. L'objectif en dernière instance, c'est la guerre économique. Et l'idéologie, que ce soit l'idéologie zioniste d'un bord ou que ce soit l'idéologie nazie de l'autre, ce sont des mécanismes qui crée, d'abord, il crée la confusion parce on est toujours en train de blâmer Netanyahou, alors qu'en réalité, c'est le pouvoir économique de Wall Street qui est en arrière de tout ça. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, regardons l'Ukraine. Déjà, BlackRock a signé un accord ça, c'est BlackRock, c'est la compagnie d'investissement, de portefeuille, etc., qui est immense, mais qui implique également des liens avec les grandes banques occidentales. Eh bien, eux ont déjà signé un accord avec le gouvernement de Zelensky et ils vont prendre possession d'énormes richesses en Ukraine. Et l'Ukraine va être appauvrie et en quelque sorte aussi endettée jusqu'aux oreilles. Et on dirait que maintenant l'objectif vise à perpétuer cette guerre, de le prolonger, alors que du point de vue militaire, tout le monde est d'accord là-dessus, tous les analystes, que cette guerre, que l'Ukraine a perdu la guerre, que la Russie a des moyens militaires qui sont très avancés, même par rapport à l'OTAN. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les États-Unis ont dit à leurs soi-disant alliés, mais en fin de compte, c'est pas des alliés, ils ont dit à la France ou à l'Allemagne, ben nous, on s'attend à ce que vous participez dans cette guerre, notamment Emmanuel Macron, que vous envoyez des troupes, etc. Mais nous, on va pas le faire. Alors ça, c'est toujours un peu la notion que les États-Unis ont toujours utilisé leurs alliés pour faire ce que Dick Cheney disait à l'époque, quand il était vice-président, en anglais, do the dirty work for us. Alors, en quelque sorte, faire la guerre pour nous. C'est nous qui menons une guerre, mais c'est vous qui allez vous allez envoyer des troupes et nous, on reste aux États-Unis, etc. On n'a pas besoin de recruter des soldats américains pour aller sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose. C'est là où l'OTAN, c'est ça l'enjeu de l'OTAN. L'OTAN est un groupe de pays qui maintenant sont appelés à in- intervenir et c'est très dangereux parce que maintenant, plusieurs pays européens ont dit c'est la Russie qui va nous attaquer. Ce qui est un non-sens, mais Macron le dit, et puis également euh, en Allemagne également, ils ont la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne a dit qu'il y a des plans du côté russe d'envahir l'Allemagne, ce qui est absolument un non-sens. Mais ça devient un élément de falsification et d'autant plus que maintenant on envisage d'avoir des accords de paix en Suisse ou sous les auspices de la dite République helvétique, à savoir que différents pays vont être impliqués dans cette conférence sur la paix, mais la Russie ne sera pas invitée. Et il y a eu toute une série d'initiatives en fait, de la part même du gouvernement ukrainien. Au début, nous avons eu les accords de Minsk et ensuite on a eu les accords d'Istanbul, etc. Et là, absolument, tout ça a été l'objet de sabotage. Et Mais je crois que maintenant, l'objectif, c'est de prolonger cette guerre parce que plus on le prolonge, plus on détruit.
et plus le pays est endetté. Et maintenant, en quelque sorte, c'est la privatisation de l'Ukraine qui est l'enjeu. On privatise des pays entiers. Alors, merci pour cette rencontre aujourd'hui. Vous pouvez toujours aller sur mondialisation.ca pour aller voir les publications de professeur Chozdowski et pour encourager notre travail à LuxMedia, nous vous encourageons à encourager votre seule plateforme de médias indépendants au Canada qui possède sa technologie de diffusion. Alors, vous allez sur luxmedia.info, il y a un bouton rouge inscrit don dans dans le coin supérieur droit et vous pouvez cliquer sur ça et vous pouvez faire un don directement ou envoyer un don à dons@luxmedia.info avec une question secrète qui peut être ton prénom et vous pouvez répondre le prénom de notre président qui est André en minuscule ANDRE. Merci beaucoup et à bientôt.